Nous sommes le 1er août, jour de fête nationale en Suisse. Bonne fête, Jean-Noël Quénaud. Merci. Et bonne fête à tous les Suisses. Alors, vous êtes écrivain, journaliste libre, Paris-Léman. Vous collaborez à la Tribune de Genève et aussi à 24 heures. Et vous tenez un blog au titre savoureux, Un plouc chez les bobos, un blog culturel et d'analyse politique sur l'Europe. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Alors d'ailleurs, pourquoi ce titre? Pourquoi Un plouc chez les bobos? Est-ce qu'il faut comprendre que les Français sont d'incorrigibles prétentieux? Non, peut-être que les Suisses sont d'incorrigibles modestes, mais je me soigne. Non, effectivement, quand on va à Paris, venant de Suisse, on est peut-être, comme d'ailleurs, si vous êtes lyonnais, ou pire, marseillais, je pense effectivement que vous êtes aussi perçu comme un plouc. Donc c'est plutôt le provincial qui monte à Paris, parce que Paris est quand même au moins notre capitale culturelle. Elle ne l'est pas sur le plan politique, mais enfin c'est quand même notre politique. C'est quand même au niveau européen, vous voulez dire? Ouais. Non, je parle au niveau culture française, francophone. Voilà. Alors, l'Europe, nous allons en parler parce que vous avez une très belle expression. Il faut avoir de la Suisse dans les idées pour faire bouger l'Europe. Je vous l'ai reprise. Alors, vous allez nous expliquer comment. Mais d'abord, être suisse, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, être suisse, c'est assez difficile à définir parce que autant il est facile de définir un anglais, un français, un italien. C'est déjà plus compliqué avec un espagnol. Mais alors, un suisse... parle-t-on d'un Suisse catholique, d'un Suisse protestant? Parle-t-on d'un francophone, d'un germanophone, d'un italophone? Parle-t-on d'un romanche, puisque c'est notre seule, au fond, vraie langue nationale, qui est le romanche, mais qui est parti à peu près par 200 000 locuteurs. Donc voilà, c'est assez difficile de savoir, au fond, ce qui fait corps en Suisse. Or, il y a une cohérence en Suisse assez grande. Et la culture suisse, à mon avis, elle est le cœur de la culture suisse, c'est les institutions politiques. On est très fiers et on est très heureux, je dois dire, de nos institutions politiques. Et si vous voyagez un peu comme les journalistes le font ailleurs, on se dit qu'effectivement, on a de bonnes institutions politiques et ces institutions politiques font vraiment le cœur de la Suisse. Et c'est avant tout, d'abord les directions collégiales. Il n'y a pas chez nous un Mamamouchi qui va diriger tout de l'Élysée jusqu'à Romorantin. Et puis vous avez la démocratie, non pas directe, parce que la démocratie directe n'existe pas, mais la démocratie semi-directe avec les instruments que sont l'initiative et le référendum. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de ce grand angle. C'est vrai, cette démocratie semi-directe, un système mis en place en 1848. On rappelle qu'il y a 3 référendums possibles. Alors il y a 4 votes par an. Tous les sujets sont possibles, c'est ça? Plus que ça. Il y a plus que... Oui, il y a plus que ça, parce qu'on on vote sur plusieurs sujets. Vous ne votez pas forcément sur un sujet un jour. Il y a peut-être 12 sujets que vous devez... regardez d'ailleurs là, maintenant, passer les votations. Voilà. C'est beaucoup plus grand que ça. Le nombre est plus élevé que ça sur les sujets pour lesquels on s'exprime. Voilà, et ce qui est important, c'est que le peuple peut s'exprimer, c'est-à-dire lui-même inciter, c'est ça l'incitation populaire, sur une question donnée. Et c'est ce que vous défendez, vous? Voilà, c'est sur la Constitution. Elle peut être modifiée si vous ramassez 100 000 signatures pour toute la Suisse, ce qui n'est pas très très difficile, enfin ce qui est pas facile, mais enfin c'est pas quand même insurmontable, de loin pas. Et cela permet aussi à la société de ne pas cacher les problèmes sous le tapis. Voilà, quand il y a un problème qui surgit, eh bien, vous aurez de toute façon un groupe de citoyens pour dire, écoutez, moi j'aimerais bien que cette question apparaisse. Alors on a beaucoup critiqué la démocratie semi-directe sur les votations concernant les étrangers. D'abord, il y a quand même eu, la grande majorité était favorable d'ailleurs à l'ouverture, certaines non, mais à mon avis, ça permet de voir qu'il y a un problème et qu'il faut le régler. Dans les pays où il n'y a pas cette démocratie directe, le problème des étrangers, il y est. Il y a un problème des étrangers en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérive populiste selon vous? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut statuer sur les minarets, comme ça a été le cas, ça a été non, sur les migrants. Vous dites au moins il n'y a pas d'hypocrisie, c'est ça? Il n'y a pas d'hypocrisie. Alors, des dérives dites populistes. J'aime pas le mot populiste parce que c'est un mot fourre-tout, mais disons démagogique.
Je préfère ce terme-là, on flatte le peuple. Et la démagogie, elle existe, bien entendu. Il y a des dérives démagogiques. Il y a l'UDC, on est le moins reluisant exemple, effectivement. Mais je veux dire, ces dérives populistes, dites populistes ou démagogistes, elles existent aussi là où la démocratie semi-directe n'existe pas, comme en France. Donc là, pour vous, alors vous dites qu'il faut donc s'inspirer de la Suisse. Pour l'Europe, c'est vrai que là, il y a eu un choc, le Brexit, un référendum. On a critiqué d'ailleurs ce référendum. Certains ont dit que c'est parce que ceux qui ont dit oui à la sortie de l'Europe n'avaient pas bien compris. Là, c'est toujours, on s'en remet toujours au peuple en disant qu'il a tort. Alors, vous savez, ce que disait Bertolt Brecht après les émeutes de 1953 à Berlin-Est, il disait le gouvernement va mal, il faut changer le peuple. Non, le peuple doit avoir en démocratie quand même le dernier mot. Alors, il peut se tromper, effectivement, mais je trouve que si l'on voit la longue histoire quand même que nous avons de démocratie semi-directe, il ne s'est pas trompé souvent, le peuple, alors que quand on voit les décisions qui sont prises peut-être d'une manière plus autoritaire, les erreurs ont été plus grandes. Donc pour moi, c'est un système, on ne peut pas l'appliquer comme ça, tel quel. On ne va pas dire, on va faire de la France une Suisse. C'est pas possible. Ça n'est d'ailleurs même pas souhaitable. Parce que, tout simplement, nous, on est habitués depuis 1848 à avoir la démocratie semi-directe. Donc, on a des réflexes, on a une culture. Cette culture n'existe pas forcément ailleurs. Donc, il faut, à mon avis, introduire des doses, selon les pays, des doses de démocratie directe ou semi-directe, au moins au niveau local, et puis après, peut-être aller plus haut. Parce que le danger, c'est que, par exemple, on ne réponde pas à la question. Si le gouvernement vous pose une question, vous répondez non, mais vous ne répondez pas non à la question, vous répondez non au gouvernement. C'est ça le danger. Alors, vous dites qu'il faut effectivement que chaque pays s'adapte, enfin prenne quelques pas gouttes, mais vraiment s'inspire de ce système démocratie semi-directe. Mais en Europe, à un moment, il y a eu l'appel du 9 mai, vous savez, avec il faut réinventer l'Europe. En Europe, comment vous voyez est-ce qu'il faut réinjecter plus de démocratie semi-directe pour que le peuple se sente plus proche de ses élus? Écoutez, une mesure toute bête. Si on vote le même jour dans toute l'Europe, au Parlement européen, et pas certains jours, etc., comme on le fait maintenant, un jour pour toute l'Europe, eh bien déjà, ça vous donne une autre dimension. Cela dit, les institutions européennes, elles sont terriblement malades. Ça, c'est une lapalissade de le dire. Et c'est dû au fait qu'au fond, l'Europe n'a pas été capable de choisir véritablement le fédéralisme. Soit vous êtes dans un État central, soit vous êtes dans un État fédéraliste. Mais les deux, non, ça ne marche pas. L'Union européenne a essayé de trouver une voie médiane, un peu entre tout ça, en étant gentil avec les gouvernements centraux, mais en édictant quand même des normes européennes dont elles ne savent pas très bien quelles sont la légitimité sur lesquelles elles reposent. Voilà, on peut pas. C'est un système. Soit vous êtes fédéral, soit vous êtes central, mais vous n'êtes pas entre les deux. Et là, malheureusement, c'est l'impuissance. Les institutions sont sont vraiment bancales. Ça marche pas. Il va falloir trouver une solution pour que ça change. On l'a compris, notamment avec le Brexit. Vous parliez de différents pays. Pour prendre la France, par exemple, la loi El Khomri, elle aurait pu susciter un référendum en Suisse. C'est un exemple assez frappant. Oui, alors la prise de décision aurait été radicalement différente. Mais radicalement. Parce qu'en France, c'est le gouvernement qui prend sa décision et qui se débrouille pour la faire passer. Là, le processus est beaucoup plus lent en Suisse. D'abord, pour une loi El Khomri, le gouvernement, avant de faire quoi que ce soit, il regarde les syndicats ouvriers, il discute avec eux, les syndicats patronaux et tout ce qu'on appelle les groupes de pression, ou les lobbies, si vous voulez, intéressés. Là, en l'occurrence, ça aurait été effectivement les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers.
Et à partir des réactions données par ces organismes, mais aussi par les cantons, parce qu'on aurait consulté les dirigeants cantonaux, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Eh bien, on aurait déjà fait un projet qui aurait été beaucoup plus mûri, mais alors qui aurait été beaucoup plus long dans le mûrissement. Et puis après, on le propose au Parlement. Il y a 2 chambres, il y a la navette, etc. Là, il peut effectivement être soumis à référendum. Mais lorsqu'il est bien préparé... On a vu des exemples avec les semaines de vacances, en Suisse, avec les 2 semaines de vacances supplémentaires. Il y a vraiment des notions. Est-ce qu'il y a d'autres, oui. Est-ce qu'il y a des lois comme ça qui ont été... Est-ce que vous avez des exemples précis? Oui, il y a eu le salaire universel qui a été refusé, par exemple. Ça, c'est il y a eu le salaire minimal aussi, le SMIC qui a été également refusé. C'était un SMIC à 4 000 francs, je crois. Donc voilà, c'est des questions, effectivement, sur lesquelles le peuple suisse se prononce. On a l'impression que c'est moins couperé aussi en Suisse qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on sent une méfiance par rapport au référendum. Est-ce que c'est le cas? Il faut démissionner, il n'y a pas vraiment de discussion après le résultat. Si le gouvernement devait démissionner à chaque fois qu'il y a un référendum qui lui est pas... Il n'y aurait plus de gouvernement en Suisse. Oui, c'est bien la différence. Donc c'est pas du tout lié, mais on vote beaucoup trop souvent pour que ce genre de chantage joue. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas moi ou le chaos. On n'est pas du tout dans la geste gaulienne où on dit, écoutez, si vous votez pas comme je veux, moi je démissionne. Non, tout le monde rigolerait, vous voyez, si un conseiller fédéral faisait ça. Mais vous pensez quand même que ça peut s'appliquer à l'Europe? C'est vrai que quand vous expliquez le processus, on se dit qu'il y a encore beaucoup de marge. Il faut que l'Europe s'inspire, je pense. L'exemple suisse, c'est un exemple qui marche. Il y a beaucoup d'exemples qui ne marchent pas quand même dans ce monde et dans ce continent. Ça, c'est un exemple qui marche. On pourrait peut-être s'en inspirer, n'est-ce pas? S'inspirer de quoi? Surtout de la collégialité. D'abord, des prises de décision collégiales, et puis de prendre des décisions en connaissance de cause et ayant d'abord parlé avec les gens qui sont concernés. C'est tout simple. Au fond, c'est tout bête, c'est le bon sens. Mais le bon sens est parfois loin de l'Europe. Merci Jean-Noël Queneau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre blog, Un plouc chez les bobos. Nous allons maintenant retrouver Sylvia Garcia pour la chronique culture. Et imaginez-vous que nous allons célébrer ensemble, encore une fois, la fête nationale suisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.